Ah, super. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour au monde aussi. Là, on vient d'entendre qu'il y a 2 millions de personnes en ligne qui attendent la conférence d'Abdel, donc je vais être bref. Donc, cette conférence s'inscrit dans un cycle sur l'éducation citoyenne aux controverses sociotechniques. Donc, en fait, c'est un cycle que je co-organise. J'ai la chance de co-organiser avec César Santos qui va présenter le conférencier d'aujourd'hui juste après moi. Je vais juste vous dire quelques mots sur notre cycle de conférence parce que la dernière fois, j'ai essayé de le faire à la fin, mais j'ai comme oublié. C'était un peu cacophonique. Donc, je vais surtout vous inviter aux prochaines conférences du cycle. Notre idée est toute simple. Hein. Il y a donc, notre société est traversée par des controverses sociotechniques. On peut penser aux ondes électromagnétiques, à l'intelligence artificielle, aux oléoducs, mais aussi même à la réforme des impôts, parce que même les impôts sont rendus un sujet de spécialiste, puis c'est scientifisé. Donc on peut penser à beaucoup de controverses, et on sait qu'il y a des mauvaises façons de se faire une tête sur ces enjeux-là. Donc c'est assez évident que des fois même nous-mêmes, on prend position de façon non raisonnée, non raisonnable, mais il y a un enjeu de savoir c'est quoi les bonnes façons, hein, dans l'ensemble des façons, quel serait le sous-ensemble des bonnes façons de se faire une tête sur ces enjeux-là. Donc ça, c'est la première question de notre cycle, mais le cycle est donc sur l'éducation, c'est donc à savoir, parmi cet ensemble de bonnes façons, comment on peut les transmettre par l'éducation, par la discussion aussi, mais par l'éducation. Donc, on a une série de conférenciers qui viennent nous parler donc de pensée critique en lien avec les controverses sociotechniques. Le cycle est déjà bien entamé. C'est un cycle sur 2017-2018. La conférence d'aujourd'hui, c'est la dernière de 2017. Et en 2018, on a une série de conférencières et conférenciers qui vont venir discuter avec nous. Le 29 janvier, c'est l'équipe des débrouillards. Donc la fameuse revue pour les jeunes, les jeunes scientifiques en herbe, qui vient discuter avec nous d'un projet d'intégrer la philosophie à l'intérieur du contenu de leur revue. Donc ça, c'est le 29 janvier. C'est toujours de 10h à midi, en fait, les conférences du cycle. Ensuite, le 22 février, on a Jacques Boisvert qui va venir nous parler de la pensée critique dans le contexte collégial. Ensuite, le 22 mars, nous avons Nathalie Fletcher, qui est la fondatrice de Brilla, qui est une organisation qui met de l'avant la philosophie pour les enfants, tout particulièrement dans le cadre de camps de jour, donc philosophie et créativité, et qui va venir nous parler donc de sa démarche pour insuffler une pensée créative et critique chez les jeunes. Et finalement, le 9 avril, on va avoir une historienne des sciences qui va venir discuter qui va remonter au début du 20e siècle pour discuter des autres tentatives d'éduquer à la pensée critique. Et on espère apprendre de ça parce qu'on sait en fait que beaucoup de tentatives ont été proches des échecs. On ne peut pas être trop négatif, mais qui n'ont pas été des succès retentissants. Donc, une perspective historique pourrait informer notre propre volonté d'aller de l'avant pour développer un type d'éducation qui permet aux jeunes gens, mais aussi aux citoyens, à n'importe quel citoyen, d'être mieux outillés pour prendre position de façon raisonnée par rapport aux controverses sociotechniques. Donc, tout ça pour juste une description du cycle de conférence. Donc, je cède la place à César Santos qui va présenter notre conférencier. Merci. Bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont en présentiel et sur Internet. En fait, je trouve fantastique ça on est en fin de session. C'est très difficile amener les gens. Ma fille aujourd'hui a 3 examens à son école, donc on comprend que les profs sont notre cible, une des cibles qu'on voulait, qu'on avait vraiment envie sont les profs. Et bon, heureusement, on a cet outil merveilleux que c'est l'Internet, et on peut enregistrer, web diffuser, et surtout rendre ça disponible plus tard à tous ceux qui sont intéressés. Donc, c'est super qu'on puisse partager ces moments parce qu'on a avec nous aujourd'hui quelqu'un qui a énormément contribué et
Nous allons avoir le plaisir de partager des moments, des connaissances, des recherches, qui sont vraiment à la fine pointe. On peut partager ça plus tard avec nos collègues, les enseignants, qui malheureusement ne peuvent pas tous être là avec nous. Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle conférence, notre cycle de conférences sur l'éducation citoyenne aux controverses socio-techniques ou socio-scientifiques. J'ai le plaisir de présenter le professeur Razny. Je vais essayer de faire bref, parce que c'est un peu difficile de faire bref avec son curriculum. Donc, c'est pas pour dire des bons mots et de lui faire plaisir, c'est tout simplement aller vérifier, vous allez constater vous-même que c'est quelqu'un qui a des très, très longues années de travail derrière lui et qui a énormément produit. Donc, c'est un professeur titulaire ici à la faculté de Sherbrooke, à la faculté d'éducation, dans les domaines de didactique des sciences et des technologies. C'est un spécialiste dans l'enseignement de biologie et géologie qui a fait son PhD ici à Sherbrooke. Il est titulaire de la chaire de recherche, co-titulaire de la chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des sciences et de la technologie. C'est le directeur du CREAS, peut-être pas à ce moment-ci, mais il l'était pendant plusieurs années. J'ai eu l'opportunité d'être au CREAS pendant 2 ans. Ça a été pour moi une très, très belle expérience parce que c'est M. Razny qui m'a accueilli ici au Canada dès mon arrivée et qui m'a permis les premiers pas au Canada. Et ce que je peux vous dire sur les CREAS, c'est les centres de recherche en enseignement et apprentissage des sciences. Il y a une marque très intéressante, c'est la marque de l'interdisciplinarité, parce qu'on peut trouver sur place des gens qui viennent des domaines vraiment très différents. Il y a une richesse énorme de connaissances, d'expériences. C'est vraiment très intéressant. Et c'est la marque des recherches qui sont produites là-bas aussi. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a une coproduction entre quelqu'un qui est dans les domaines des didactiques des sciences et quelqu'un qui est dans les domaines de la biologie. Donc, ça montre du quoi a l'air ce qui a été produit au CREAS jusqu'ici. Il mène plusieurs recherches, je pourrais citer plusieurs, mais mettons la question de l'enseignement par projet en sciences et technologies, les pratiques industrielles dans les curriculums des sciences et technologies au secondaire au Québec, quoi, pourquoi et comment. Je pourrais citer plusieurs qui sont en cours à ce moment-ci, mais je pourrais aussi citer plusieurs qui ont été déjà complétés et qui sont déjà à l'heure active. Donc, je vous assure, c'est quelqu'un qui a produit énormément. Ces publications sont très variées. On a une douzaine de livres comme auteur, co-auteur ou éditeur. Ces articles s'y chiffrent à une trentaine d'articles, ainsi que ces chapitres des livres qui sont très nombreux. Des publications vraiment très, très nombreuses dans des revues à caractère général, pour le public en général. Donc, voilà que c'est un très bref portrait de notre conférencier. Et vous pouvez regarder vous-même, vous allez constater qu'on a le privilège d'y partager avec lui. Et c'est pour ça que je disais tantôt que l'Internet, c'est super avoir cet outil-là. Parce qu'on peut partager ça plus tard avec des gens qui n'ont pas le privilège d'être ici, d'écouter quelqu'un qui a accumulé autant d'expérience et qui a produit autant. Monsieur Razny va nous en parler aujourd'hui sur les problématiques socio-scientifiques. Vous avez vu tantôt à l'écran des pistes de formation à la pensée critique, illustration à l'aide des controverses sur les vaccins contre les papillomavirus, les VPH, excusez.
comme disait François, c'est un des sujets chauds. On les voit tous les jours. Récemment, j'ai vu des gens qui sont en train de proposer que certains pays sont en train de penser à imposer des amendes aux parents qui refusent de vacciner ses enfants. Il y a tout un débat des sociétés, donc comment les citoyens, les simples citoyens qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas un chercheur, peuvent se retrouver là-dedans, peuvent se trouver là-dedans et comment il peut prendre des décisions à ces sujets, que ce n'est pas facile, c'est pas du tout évident. Donc voilà, d'une manière spécifique, et je trouve intéressant de souligner ça, le professeur Razny, dans son résumé, nous a dit le suivant. Nous proposons dans cette conférence des pistes de réflexion sur les fondements et sur les modalités d'intégration de ces controverses dans la formation scientifique des élèves et des étudiants. Bon, c'est ça qu'on cherche avec ces cycles, fournir aux enseignants et enseignantes des pistes de comment intégrer un enseignement qui puisse devenir plus critique et former des gens plus éclairés. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre invité. Merci à tous, merci à vous. Alors, merci César pour cette présentation généreuse, mais en même temps qui met la barre très haute. Je vais essayer de l'atténuer dès ma première diapositive. Merci François pour l'invitation dans le cadre de CICIC. Je suis très honoré de participer à cette discussion et du fait même, on est en train de regarder au CARIAS comment tisser des liens très étroits entre la chaire et le centre, donc on aura l'occasion de s'en parler parce que c'est des thématiques qui convergent. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire au nom de Nancy Dumais qui s'excuse parce que vous savez c'est la période des examens, mais c'est aussi la période des rhumes pour ceux qui ont les rhumes, les grippes et autres, pour ceux qui ont des enfants. Donc les garderies sont un endroit précieux pour apporter ces petits cadeaux de Noël. Donc jusqu'à ce matin, il devait être là, mais malheureusement, donc elle ne peut pas être présente. Je vais essayer de résumer la partie qu'elle devait prendre en charge. Donc, vous êtes bien le 7 décembre et pas le 6. C'est une erreur qui s'est glissée dans la diapositive. Le plan de la présentation, je suis ouvert à... Vous pouvez m'arrêter, je n'ai pas de problème. Moi, je pense que c'est un lieu aussi pour discuter. J'ai un plan de match, j'ai un certain nombre de diapositives, mais je ne suis pas fermé si on m'arrête. Si jamais des questions permettent de mieux s'engager dans la discussion par la suite, je suis ouvert à tout ça là. Donc, après une introduction, c'est important dans des contextes comme cela de clarifier les concepts et les postures, là, parce qu'on parle de pensée critique, on parle d'éducation scientifique, on parle de controverses socio-scientifiques. Donc, je vais essayer de me positionner par rapport à ces objets. Et puis, qu'on va illustrer par la suite par un cas vers la pensée critique, clarification des arguments au corps des controverses socio-scientifiques, CSS. Le cas du virus du papillon humain, je le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de ce virus, ni de vaccin, je ne suis pas médecin. Je suis un biologiste qui travaille sur les questions de l'éducation scientifique et donc de la formation de l'esprit scientifique. Et par la suite, des pistes pour la formation à ces controverses à l'université, parce que c'est ça qui est au cœur, là, qu'est-ce qu'on peut faire et vous comprendrez que la proposition qu'on fait va découler des postures qu'on va annoncer au début. Puis je terminerai par une conclusion. Ah, ça marche. Voilà. Alors, en introduction, d'abord, je disais tout à l'heure que ni moi ni ma collègue ne sont pas des médecins, mais par ailleurs, on a une formation de base qui nous permet de réfléchir sur ces questions. Ma collègue Nancy Dumais, que vous connaissez, là, elle c'est une biologiste. Elle travaille
Ces recherches, d'ailleurs très reconnues, portent sur l'interface virus et cellules. Elle travaille beaucoup sur le VPA, le VIH, sur les infections du virus en immunodéficience chez les humains. Mais du coup, elle travaille sur les autres virus, le Zika. Elle, c'est la vraie spécialiste du domaine. C'est regrettable qu'elle ne soit pas là pour répondre aux questions précises, justement, sur la biologie du virus et sur tous les liens avec les vaccins qu'elle connaît assez bien. Moi, de mon côté, César y a bien dit, moi j'ai une formation l'équivalent d'une maîtrise en biologie, géologie, là, un mélange à ce bizarroïde qui a ça. Et par la suite, un doctorat en éducation scientifique, en didactique des sciences. Et donc, c'est de ce point de vue que je vais vous adresser la parole. Je ne suis pas un philosophe, donc vous me ramènerez là, vers cette discussion, mais je vais garder mes limites par rapport à ça. Même s'il y a une question quand même qu'on partage, c'est une question épistémologique, là, ce regard sur c'est quoi la science et comment elle est produite et comment elle peut être transmise. L'autre point du contexte, c'est important de le souligner aussi, c'est que la réflexion qu'on vous livre s'intègre dans le cadre d'un projet de recherche en cours avec la professeure Dumais, qui est subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Quelle formation aux controverses scientifiques à l'université? Exemple issu de la virologie, immunologie, c'est le champ d'expertise de Nancy Dumais. Et vous comprendrez que c'est obtenu dans le cadre justement de subventions développement savoir. Vous savez que développement savoir, c'est que lorsqu'on développe d'expertise de recherche, on explore des affaires à côté. Donc, c'est à titre exploratoire qu'on fait ce projet. Vous comprendrez que tout ce que je vous avais adressé comme discours, il faut le prendre comme proposition initiale à discuter. Donc, je ne vous livrerai pas des vérités absolues aujourd'hui. Ni demain, d'ailleurs. Merci. J'ai toujours peur des vérités. Donc, le deuxième point, c'est des concepts et des postures à clarifier. Le premier, c'est la formation scientifique. Vous le savez, il y a une réflexion très forte sur ce qu'on doit enseigner en sciences, soit à l'école ou à l'université. Et cette question, sans que je la développe de façon approfondie, ne fait pas consensus. Elle a évolué au cours de l'histoire. Après le lancement du Spoutnik, il y avait un mouvement international dans les pays occidentaux. Il y avait une centration sur la structure des disciplines parce que la priorité, c'était de sélectionner l'élite qui va dépasser les Russes sur le plan technologique. Mais depuis, le monde a évolué. On a vu l'échec de cette vision parce que c'est une vision qui garde la plupart de la population à l'extérieur des sciences. Et donc, il y a tout un ensemble de mouvements, Sciences pour tous, Sciences, Technologies, Société, ainsi de suite, qui insistent sur la nécessité de penser la formation scientifique pour tous les citoyens, mais sans oublier, bien sûr, les experts qui vont devenir le flambeau dans chaque société. Et c'est la posture dans laquelle on se situe, c'est-à-dire ne pas considérer que la science soit à l'école, à l'université. C'est un ensemble de concepts définitifs dans un ouvrage qu'il faut apprendre par cœur. Pour le dire de façon synthétique, il faut penser la formation scientifique avec 3 dimensions importantes. La première, c'est ce que les auteurs appellent la structure disciplinaire, notamment Schwab, c'est-à-dire que chaque discipline a une certaine structure qu'on peut résumer par un corpus de savoir, des concepts, des modèles, des théories, mais en lien avec des processus de leur production, les démarches scientifiques ou autres. C'est le cœur de toute discipline scientifique. Ce sont les 2 composantes essentielles. Là, je le dis de façon très, très brève. Mais comme on le sait, que la formation scientifique ne peut pas se limiter à ça, c'est important aussi d'avoir une idée sur ce qu'est la science elle-même. Ce que les anglo-saxons parlent de Nature of Science, les NOS, parce que travailler et faire de la science, c'est aussi avoir un regard sur ce qu'est la science. Est-ce que la science nous dit la vérité ou c'est une représentation du monde
sur la base de certains critères? Quels sont les processus qui nous amènent à comprendre le monde comme on le comprend? Est-ce que c'est des méthodes objectives complètement, ou c'est des méthodes dans lesquelles il y a le débat entre les chercheurs de manière à trouver Vous comprendrez que je suis plus pour la deuxième posture. L'histoire des sciences nous montre qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et la science, ce qu'elle propose n'est pas une vérité absolue, c'est une vérité par rapport à des normes, par rapport à des règles, parce qu'on a accepté que la science doit fonctionner d'une certaine façon. Donc, tous ceux qui ont fait l'histoire des sciences, ce passage 18e, 19e, savent comment la science s'est constituée par rapport pas par opposition nécessairement, pour se distinguer des autres formes de la connaissance sans les exclure. Il y a des règles du jeu qu'il faut accepter en science. Et la troisième dimension, on peut revenir sur ça, parce que si on veut passer à d'autres affaires, juste les citer. Troisième composante ou dimension qui nous semble fondamentale lorsqu'on est dans la formation scientifique, c'est aussi d'amener les élèves à l'école ou les étudiants à l'université ou autres à comprendre que la société n'est pas complètement neutre et de voir quelles sont les dynamiques, les interrelations entre la science et la société. Comment la société influence les sciences, comment les sciences influencent la société, que ce soit sur des questions de trouver des solutions aux problèmes humains, ou parfois où il y a des controverses et des désaccords sur certaines questions scientifiques, comme on va le voir aujourd'hui. Donc la science n'est pas isolée de la société. L'histoire des sciences est pleine d'exemples comme ça. Là. Les biologistes savent par exemple que lorsque, vers 1700, lorsqu'on a découvert le microscope, on était capable d'observer les gamètes mâles et femelles, les spermatozoïdes et les ovules, mais ça a pris 200 ans pour qu'on accepte que les deux sont nécessaires pour avoir un embryon. Parce que dans la société, il y a un obstacle idéologique qui consistait à ne pas donner le même poids à la femme et à l'homme dans la conception. Et écoutez, si on donne à l'ovule le même poids que le spermatozoïde, c'est comme on vient de déséquilibrer un peu la pensée sociale. Ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais juste de dire que la science n'est jamais neutre, elle est engagée dans la société. Donc ça, c'est le premier concept et la première position, c'est à l'égard de ce qu'est la formation scientifique. Parce que si je considère que la formation scientifique consiste à amener les étudiants à apprendre par cœur une vérité, je n'ai même pas à discuter des controverses socio-scientifiques, elles sortent du domaine de l'éducation scientifique. Le deuxième point, c'est ce qu'on entend par controverse socio-scientifique. Disons qu'à première approximation, c'est des problématiques qui font l'objet de désaccords, mais qui est argumenté, donc ce n'est pas juste un argumenté, et qui est suivi dans le temps. Ce n'est pas parce que j'écris une affaire avec laquelle quelqu'un est en désaccord me répond que ça arrête, qu'on est en controverse, mais c'est quelque chose qui est suivi et qui peut se faire entre les scientifiques et au sein de la société. C'est important parce que souvent on parle de ces questions-là sans distinguer le débat qui engage les scientifiques et le débat qui peut engager le social. Je vais l'illustrer parce qu'il y a une diversité de controverses qui sont liées aux sciences et qu'on peut situer entre deux pôles. À gauche, c'est le pôle que je pourrais dire, c'est des controverses qui se font essentiellement entre les scientifiques. Je suis bien d'accord avec la position d'Yves Gingras pour les gens qui lisent, qui le connaissent. C'est qu'il y a je peux vous donner des exemples, vous allez vous rendre compte que la population, en quelque sorte, s'en fout de ces débats-là. Je prends la nature des roches d'Aquilia, c'est une région en Groenland où il y a une chicane énorme entre des scientifiques parce qu'ils analysent les roches d'à peu près 4 milliards d'années et puis ils veulent savoir si ces roches sont des roches sédimentaires ou des roches magmatiques pour les gens qui connaissent un peu le domaine. Mais parce qu'il y a des enjeux derrière, parce que les roches sont tellement transformées qu'ils ressemblent aux roches magmatiques, mais d'autres disent non, c'est des roches sédimentaires. Parce que si on arrive à prouver que c'est des roches sédimentaires, on peut aller voir s'il y a de la vie dedans et donc de dire « Ah, la vie remonte à 4 milliards d'années ». Ce n'est pas une chicane inutile, là.
Et donc, il y a tout un débat, des analyses sur les proportions de fer oxydé ou non, et puis il n'y a pas d'accord. Certains disent non, c'est des roches magmatiques, parce que regardez les cristaux. D'autres disent non, c'est des roches sédimentaires, mais qu'ils ont tellement transformées à de la pression, de la température, que les cristaux sont transformés. Bref, bon, vous comprendrez que si je raconte ça dans la rue, les gens me diraient après... Donc, il y a une controverse qui est très forte, mais entre les scientifiques, qui est importante. Ça prouve aussi que la science ne se fait pas de façon tranquille. Il y a des débats, des controverses. Est-ce que les virus sont des vivants? Oui ou non? Il y a des scientifiques... à l'aide d'articles interposés, il y en a qui vont dire que c'est des vivants, d'autres que ce n'est pas des vivants. Donc c'est des controverses qui existent entre les scientifiques. Et vous connaissez probablement tous la longue dispute entre Bohr et Einstein sur la question de la mécanique quantique et sur la possibilité de la dualité onde-particule, par exemple de la lumière. Là, je ne suis pas un physicien, mais c'est des débats qui sont accessibles. Et vous comprendrez que ces controverses qui peuvent se situer dans le temps concernent les scientifiques, mais pas nécessairement la population. Donc, je dirais que c'est des controverses purement scientifiques sur la science. À droite, et vous comprendrez que je vais revenir au milieu, mais je trouve important de faire de l'ordre dans ces débats-là. À droite, on peut trouver des controverses sur les sciences, mais qui sont d'abord sociales. L'interruption volontaire de la grossesse, la science a dit son mot. Ça ne veut pas dire qu'il est définitif, mais il y a un consensus de dire que c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que dans la société, cette question reçoit l'unanimité. Il va y avoir du groupe qui dit non, ça, il ne faut pas le faire pour des raisons idéologiques, sociales, et d'autres qui vont l'accepter. La question des transfusions sanguines, la science a dit son mot. Il y a un certain accord sur la sécurité, sur l'intérêt d'eux, mais il va y avoir des groupes sociaux là, qui vont refuser. Dernièrement, chez nous, à Sherbrooke, il y a une maman qui est décédée pour ces raisons-là. Alors, le débat dans la société, peut-on autoriser quelqu'un à se faire refuser la transfusion ou surtout à refuser à ses enfants une transfusion? C'est un débat. Parfois, il est silencieux, mais il existe, cette controverse. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas chaque jour dans les journaux qu'elle n'existe pas. Ou est-ce qu'il faut enseigner l'évolution? Vous savez que plusieurs présidents, candidats au président des États-Unis ont promis de façon très forte d'enseigner l'évolution, le dessin intelligent au même titre que l'évolution, qui est un débat entre des groupes dans la société, et puis beaucoup de pression sur les écoles. Ça, il y a un consensus au sein de la communauté scientifique sur la question de l'évolution, mais le débat dans la société est animé. Donc, ce sont des controverses sur les sciences, mais qui sont surtout animés dans la société sur la base d'arguments différents. Si je retourne à ma gauche, au cœur du débat de controverse, il y a la rationalité scientifique. Lorsque Bohr et Einstein se chicanent, ce n'est pas parce que uniquement c'est pour leur idéologie, parce qu'il y a des arguments scientifiques. Donc, ce que j'appellerais un pôle épistémique, qui est au cœur de la discussion, du débat. À droite, c'est plutôt, j'ai nommé un pôle social. Les arguments au cœur sont d'autres choses. C'est les normes sociales, c'est les opinions, sont les idéologies. Ce ne sont pas des arguments scientifiques qui sont au cœur de ces controverses-là. Et au milieu, ce qu'on propose, c'est les controverses socio-scientifiques. Et ils sont nombreuses. Je vais juste donner des exemples pour arriver à notre sans les détailler, là, il y a l'exemple historique de la phalène du Bouleau, parce qu'elle est centrale dans l'introduction de la théorie de la théorie d'évolution une fois que Darwin a émis sa théorie, beaucoup cherchaient des arguments, et ceux qui connaissent l'histoire en Angleterre, à l'arrivée de la révolution industrielle, alors que toutes les phalènes que vous voyez dans les images étaient presque toutes claires,
on a vu progressivement toutes les phalènes claires se faire remplacer par des phalènes sombres. Je fais le résumé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, beaucoup y voient une sorte d'évolution par sélection naturelle. Il y a des expériences qui ont été faites pour dire, finalement, si les phalènes sombres sont restées là parce qu'ils ne sont pas vus par les oiseaux alors qu'elle est claire, donc il y a une sélection naturelle qui a fait qu'il y a un remplacement progressif. Donc il y a là des indices d'une théorie d'évolution, mais sauf que à un moment donné, Majerus, qui est un excellent spécialiste, commençait à les creuser dans les expériences utilisées pour les mettre en cause. Et puis, hop, les groupes religieux sont... donc, ces expériences ne valent rien. La théorie d'évolution, il faut les mettre de côté. Donc, là, il y a rentré un débat idéologique et social pour rejeter la théorie de l'évolution. Donc, vous voyez qu'il y avait un débat scientifique entre les scientifiques, mais en même temps, un débat qui échappe aux scientifiques qui est dans la société. Est-ce qu'il faut généraliser certains vaccins? C'est la question sur laquelle on va revenir. Le débat actuel sur le glyphosate, que vous avez certainement entendu parler. Le glyphosate, c'est l'herbicide le plus utilisé sur la planète, Monsanto, sauf que dernièrement, un centre de recherche lié à l'OMS commence à remettre en doute, dire il y a une possibilité de cancer lié au glyphosate, sauf qu'un centre de recherche lié à l'industrie dit non, il n'y a pas de problème. Donc le débat est parti, et finalement il n'y avait pas d'entente entre les pays de la communauté européenne pour son renouvellement, mais ça a fini par vote, mais ils l'ont renouvelé pour 5 ans, parce qu'il y a un débat actuel très fort sur ce produit-là. Vous voyez aussi en fonction des contextes historiques, les débats étaient très forts ou pas forts. Au Canada, c'était passé inaperçu, donc le renouvellement a été signé pour 15 ans parce qu'il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de controverse, il n'y avait pas qu'en Europe. Là, c'est le nucléaire. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'énergie? C'est sûr qu'il va dire non, mais il y en a qui vont dire oui, même si ils n'expriment pas leur voix très forte, parce qu'il y a quand même de nombreux chercheurs qui travaillent sur des projets de nucléaire en Europe et ailleurs. Le traitement de cholestérol, si les personnes qui ont assisté aux journées de septembre ici sur les controverses, où 2 chercheurs de la faculté de médecine sont venus nous présenter justement les controverses sur le traitement du cholestérol. Est-ce que les médicaments qu'on pense sont vraiment bons pour le cholestérol ou non? Il y a une controverse très forte en même temps entre les scientifiques et la société. Bref, ce que je veux dire par là, il y a des sujets qui produisent des controverses en même temps entre les scientifiques, mais des controverses dans la société. Et la posture qu'on a, c'est de dire ce sont celles-là les controverses socio-scientifiques, parce que les autres sont des controverses sur les sciences, soit du côté de la société ou du côté ou entre les scientifiques. Le troisième concept qu'on a introduit, c'est la question de la pensée critique. Si on veut former nos étudiants à l'université, étudiantes et étudiants à la pensée critique, il faut s'entendre. C'est quoi la pensée critique? Je le dis tout de suite, là, c'est un sujet, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même creusé la question pour des raisons... justement parce que l'enseignement de sciences ne peut pas échapper à cette question-là. Initialement, elle a été prise en charge essentiellement par des gens de la philosophie de l'éducation et autres. Alors, juste pour dire que le but ici, ce n'est pas de vous faire un exposé sur la pensée critique, de vous dire le contexte et la posture dans laquelle on se situe par rapport à notre travail. Il y a des définitions qui convergent sur certains points. Tous ceux qui lisent sur la pensée critique, et on l'entend sur certaines choses. Là, on s'entend une démarche réflexive, fondée sur la raison, permettant de décider. Il y a le jugement toujours qui est là, juger de ce qu'il faut, ce qui est bon de faire ou de croire. Ça, je pense qu'il y a un certain consensus entre les... Mais une fois que cela est dit, il y a... Sur les modalités des fondements et d'opérationnalisation, là, il y a un éclatement total, si on veut dire, entre les auteurs. Alors, il y en a qui vont utiliser 10 attributs pour habileté ou disposition pour définir la pensée critique. Il y en a qui utilisent 30, il y en a qui vont utiliser plus. Puis il y en a qui vont chercher le consensus de dire, OK, on va prendre tous les auteurs du pan de la pensée critique et on va faire la liste des habiletés. Et ça va être ça, la pensée critique.
Et ça donne des choses comme ça. Voilà. Je ne l'ai pas fait exprès pour brouiller l'image, il est comme ça dans le livre, dans le handbook. Donc, vous voyez l'éclatement. Donc, on fait presque affaire à toutes les habiletés qu'on connaît chez l'humain pour essayer. On est loin de... On va y revenir. Moi, je pense que la pensée critique, c'est plutôt une posture qu'une série d'habiletés avec un nombre... Ça ne veut pas dire que... Une fois qu'on a décrit cette posture, qu'on ne recourt pas aux habiletés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de la cerner à l'aide d'un certain nombre d'attributs, peu importe leur nombre. Ça me rappelle exactement le débat actuel sur la démarche scientifique. Tout le monde critique le fait qu'on confond la démarche scientifique à un certain nombre d'étapes. Sauf que partout, on a encore le réflexe de la définir par des étapes, 10, 12, 15, mais ces étapes donnent l'illusion qu'il y a une procédure à suivre pour arriver à la vérité. Je pense, comme Bachelard le dit, c'est plus la pensée scientifique, c'est la posture qui est importante, de dire que je ne considère qu'on valide que des savoirs qui sont produits dans ce contexte. Puis après, oui, je vais recourir à l'expérimentation, à l'observation. Le fait de maîtriser l'observation, l'expérimentation, l'analyse et ainsi de suite ne garantit pas que la somme fait une pensée critique. C'est un ensemble d'habiletés. L'autre débat, et je le dis rapidement aussi, qui est fondamental, c'est le caractère général ou spécifique. Est-ce que la pensée critique est tellement générale qu'on peut la décrire d'une manière, peu importe le contexte, ou est-ce qu'il y a des contextes particuliers comme à des disciplines particulières? Voilà la posture, nous, on la regarde du point de vue de l'enseignement des sciences. Je vais dire pourquoi tout à l'heure. Alors, pour nous, la posture qu'on adopte dans le cadre de ce projet et qu'on vous soumet, c'est la pensée critique. D'abord, se méfier des définitions qui réduisent la pensée critique à une liste d'attributs, ce que je disais tout à l'heure. Parce que parfois, ça donne l'illusion d'une réalité objective. C'est comme la pensée critique existe réellement, là, dans notre tête, là. Il suffit d'aller la chercher. Nous avons analysé beaucoup de tests. Là, ils argumentent même pas pourquoi cette liste d'attributs. Il y a beaucoup de tests qui sont basés sur une série d'items, 20 items, 30 items, où les auteurs ne disent même pas pourquoi ces items, pourquoi d'autres. Donc, et puis après, on fait le test. Ça, c'est le test de la pensée critique. Si tu réussis ces items, tu as la pensée critique. Si tu ne les réussis pas, tu n'as pas. Et c'est comme si ces items viennent de... Pour nous, c'est comme si dans ça, il y a une réalité qui existe, il suffit de la découvrir, et comme si la pensée critique il y a une existence objective. Alors que, pour nous, la pensée critique est un construit social. J'ai bien aimé comment tu as introduit pas les journées, mais la série de conférences, là, pour dire, parce qu'on essaie d'avoir une bonne façon de penser. Donc, c'est un construit social sur une manière souhaitable de penser. C'est ça le cœur de la pensée critique, parce qu'on oppose pensée critique à une autre pensée. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite. Et du coup, s'il est souhaitable, il nous semble qu'elle est normative. Elle est normative. C'est que penser de façon critique, c'est de la pensée par rapport à une norme particulière, et donc il est nécessaire de clarifier cette norme. Si, je risque de glisser avec mes exemples, parce qu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas, si quelqu'un vient me dire que l'homéopathie peut augmenter l'intelligence, vous voyez, mais je suis devant une assertion que je pense que je peux quand même essayer d'aller confirmer sur la base scientifique, de dire, OK, il y a une possibilité pour les chercheurs de voir si réellement l'homéopathie, j'ai évité qu'elle soigne les maladies, mais si elle peut rendre intelligente, parce qu'on peut faire une démarche scientifique pour vérifier. Et donc, on peut confronter les deux positions, celle qui dit oui, oui, celle qui dit non, sur la base de critères scientifiques. Maintenant, si je prends un exemple complètement bidon, là, que je ne maîtrise absolument pas, si quelqu'un veut se prononcer, là, je ne sais pas, dire, bon, les intégristes, il faut les tuer avec des drones,
c'est une position qu'on peut débattre. Il y en a qui sont pour ou contre. Mais les arguments ne sont pas du tout scientifiques. C'est-à-dire, pour éclairer cette question, je l'éclaire à l'aide d'autres choses, à l'aide des normes, à l'aide de peut-être de l'éthique. Ce n'est plus le champ des sciences de se prononcer sur cette assertion ou cette... Pour le dire rapidement, il est important de poser pour nous la pensée critique comme une pensée normative, c'est-à-dire qu'il faut l'analyser à partir d'une norme qu'il faut poser au début, autrement, il n'y a pas de... Et dans le cas qui nous concerne, notre référence d'analyse, c'est les sciences. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite amener les étudiants à l'université, c'est de développer une pensée critique et des prises de position éclairées par les sciences. Mais pour les amener à ça, il faut quand même qu'ils développent un jugement sur les sciences. Donc, ils ne peuvent pas prendre les sciences comme une vérité absolue, mais il faut qu'ils développent aussi un regard critique sur les sciences. Et pour le dire rapidement, nous, donc, il faut se méfier des savoirs de toute assertion présentés comme des vérités définitives. Il faut les amener aussi à questionner le savoir, à questionner les méthodes, à questionner, et ainsi de suite. Et ce qu'on propose, c'est un article qu'on a déjà publié, c'est d'amener les étudiants à exprimer un jugement fondé sur la rationalité scientifique au regard de 3 éléments. Le soi, le monde et les autres, pour les résumer. Le premier, c'est de leur propre pensée, se questionner. Mes convictions scientifiques ou autres profondes sont-elles fondées ou c'est de se réfléchir sur sa pensée. Donc, de leur propre pensée et de leur conception première, les perceptions spontanées, les opinions, et Bachelard l'a bien dit, ces perceptions sont un obstacle à la pensée scientifique. Parce que je suis tellement convaincu d'une affaire, c'est un obstacle à l'exercice de la pensée critique. Donc, il faut que je me questionne d'abord moi-même. J'aime bien la citation de Bachelard, il dit « Il vient un temps où l'esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit. » On est toujours comme ça, là. Je préfère ça. Il ne faut pas me perturber dans ma tête avec ce que je connais. Où il aime mieux les réponses que les questions. Alors que la pensée critique, plutôt, il est porté vers les questions pour mettre à l'épreuve chacune des positions le plus loin possible. Et donc, il faut commencer par soi-même. La deuxième, donc, ce jugement fondé sur la rationalité, c'est à l'égard de ce qu'on leur présente comme vision du monde, les savoirs scientifiques. Il faut qu'ils nous amènent à questionner le savoir scientifique. Ce qu'on me présente, est-ce que c'est une vérité? Il est où le degré? Quels sont les faits sur lesquels... Vous voyez que la posture dans laquelle on se positionne, ce n'est pas une question de traitement d'information, mais c'est un rapport aux faits scientifiques et au raisonnement scientifique. Donc, l'importance d'analyser les faits scientifiques et les arguments qui sont au cœur. Et la troisième, c'est d'amener les étudiants à aussi apporter un jugement fondé au regard du rapport des sciences que les sciences entretiennent avec la société. Comprendre les enjeux qui sont au cœur des sciences, ce n'est pas toujours des enjeux scientifiques. Il y a des enjeux scientifiques, des enjeux idéologiques, des enjeux économiques. Il faut les clarifier et clarifier quels sont les groupes d'intérêt Donc, de se dissocier en quelque sorte de cette vision d'une science complètement neutre, où les scientifiques sont désintéressés, ils ne font ça que pour l'amour du savoir, où la science veut nous décrire la vérité, la réalité comme elle est. Mais si on ne se positionne pas à l'égard de ces 3 éléments, je pense qu'il est difficile d'exercer une pensée critique basée justement sur les sciences. Troisième concept, finalement, il faut que je coupe parce que je vois qu'on ne va pas laisser de temps pour la discussion. Troisième concept, c'est la question du VPH, du virus papillome humain, et du vaccin. Le dire rapidement parce que je ne vais pas faire un cours de biologie, ma collègue ici, c'est juste de se rappeler que un peu l'histoire naturelle du VPH, c'est un virus à ADN qui a un tropisme, qui s'intègre bien aux cellules épithéliales. Dans les cellules épithéliales, que ce soit vaginal, col de l'utérus, anus, je vais pas. Le but c'est pas de faire un cours, juste pour positionner notre truc. Il n'y a pas une seule souche, il y a
il y a plus que 200 souches de virus qui ont été identifiées dans des lésions cancéreuses et précancéreuses. Mais les plus susceptibles d'être associés au cancer, c'est les souches 16, 18, 39. Il y a un certain nombre. Ils n'ont pas le même degré de virulence, si on veut dire. Il faut dire aussi que dans 90% des cas, le système immunitaire élimine les virus en moins de 2 ans. Là, c'est parce qu'on est fait pour enlever les virus et les bactéries. On a plus de bactéries sur notre corps en nombre que le nombre de nos cellules qui en est. Donc, il ne faut pas penser qu'on est toujours stérile et je pense qu'on a 2,5 kg de microbes là, sur notre corps, mais plus de microbes que de cellules du corps. Et en plus, nos cellules se changent tout le temps parce qu'on est ce qu'on est. Mais pour dire que dans la plupart des cas, c'est des virus éliminés, comme les bactéries. Là, c'est difficile, il est dans notre corps, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours là en train de... 5% des infections mènent au développement, je vais enlever les termes techniques, mènent à des transformations du tissu qui peuvent être un signe précancéreux. 5% seulement. Plus que ça ne veut pas dire que ces signes ils vont se transformer en cancer. Seulement 5% de ces 5% environ peuvent se développer en cancer. Ça va? C'est important de le positionner parce qu'on peut, si on veut avoir un regard critique sur ce qui se dit, parce que ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un virus, on va avoir le cancer de l'autre bout. Les vaccins contre le VPH, il y a 2 qui sont célèbres, le Cardazil et le Cervarix. Mark Frost et l'autre. Juste rapidement, donc pour nous au Canada, il y avait une homologation en 2006. Programme de vaccination au Québec en 2008. On a commencé aussi à généraliser avec les filles de 4e secondaire. Et puis par la suite, on l'a rendu accessible aux filles dès la 4e année du primaire, gratuitement à partir de 2008. Puis par la suite, vous savez que les campagnes sont souvent adressées aux filles, mais c'est un virus qui peut aussi infecter les garçons. Il peut conduire aussi à certains cancers, mais surtout, il peut aussi être transmis. Donc, c'est pas juste... On a jugé bon, à partir de 2016, de généraliser le vaccin aussi aux garçons de 4e année du primaire aussi. Juste pour situer. Donc, c'est pas le but, c'est pas de donner un cours sur... Mais voilà. Alors là, on arrive à... Il est où le problème? Donc, l'objet de la controverse, c'est juste pour illustrer. Vous allez trouver des dizaines de publications. On commence par des journaux, mais on va revenir parce que nous, ce qui nous concerne pour la formation universitaire, c'est surtout les articles scientifiques, la science, ce qu'il dit. Mais ce qui est publié dans les journaux illustre bien la nature du débat, surtout qu'il est publié par des scientifiques. D'accord? Alors, Devoir, le 5 octobre 2015, un groupe de scientifiques, un appel urgent à un moratoire sur la vaccination contre le VPH. Donc, ils développent, on va voir tout à l'heure, il faut arrêter ça, parce que le bénéfice n'est pas attesté et l'innocuité n'est pas non plus attestée. On va revenir sur les arguments. Quelques jours après, ça a pris du temps, 3 jours, un autre groupe, je vais revenir, ils sont plus nombreux, une prise de position irresponsable pour répondre au premier groupe. Donc, pour eux, non, il faut maintenir le programme. Plus que ça, il faut chercher une vaccination. César le disait tout à l'heure, suivez le débat en France où on veut obliger les gens à se faire vacciner parce que, justement, parce que c'est un objet de controverse ou que la population a peur. Et puis, je pense que le taux de vaccination en France, si je ne me trompe pas, il faut que je retourne le chiffre, ne dépasse pas 20% ou quelque chose comme ça. Et puis, ça, c'est le débat au Québec, mais généralisé. Lorsqu'on regarde le Monde du 26 décembre 2016, vaccin contre le papillomavirus, les autorités européennes donnent la tourmente parce qu'il y a des scientifiques et des médecins qui accusent les autorités d'homologation du vaccin d'avoir caché certains résultats scientifiques qui vont à l'encontre des campagnes de vaccination. Donc, c'est juste pour illustrer. Maintenant, ce qui est important pour nous, là, pour faire un pas en avant, c'est de voir
quels sont les arguments au cœur du débat. Je ne vais pas faire lire... Parce que il faut dire, je vais revenir par la suite, parce que l'enjeu pour nous, si on veut former les gens à la pensée critique, il faut aller au cœur de chaque position, prendre les arguments et les tester, identifier les enjeux, à ce qu'ils sont économiques, de santé, politique ou autres, et identifier les groupes d'intérêt. Qui a intérêt à défendre telle position ou autre? L'esprit dans lequel on fait ce travail, c'est ça. Et donc, amener nos étudiants à l'université vers ça, surtout que ma collègue, donc Nancy Dumais, il a un groupe d'étudiants en droit. C'est formidable, parce qu'ils sont pris avec ces questions lorsqu'ils vont défendre des... Et donc, on va faire une démarche de formation que je vais vous présenter avec des étudiants de droit sur ces questions-là, voir comment... En tout cas, lorsqu'on l'a présenté à la faculté de droit, ils étaient bien contents d'avoir ce programme, parce que ça sort du cours... mais on va le faire aussi à la faculté des sciences. Je vais pas vous comprendrez qu'on ne sortirait pas aujourd'hui en ayant analysé les arguments. Je veux juste qu'on liste les arguments sur lesquels on peut se prononcer, les arguments qu'on peut amener les étudiants à analyser sur des bases scientifiques. Bon, je prends cet article-là. Il n'existe pas de recherche longitudinale fiable sur l'innocuité du vaccin. Donc là, on essaie de mettre en doute les faits scientifiques. Catégorie d'arguments. Je le dis parce que j'ai un tableau par la suite pour vous dire catégorie sur les faits scientifiques à l'égard du vaccin. Après, on continue pour dire plus de 40 000 cas de filles et de femmes gravement affectées après avoir reçu le vaccin VPH, dont 232 morts, plus de 1300 qui sont restés handicapés, apocalypse, après de 8000 qui n'ont pas récupéré. Là, donc, eux, ils se basent sur un rapport états-unien pour dire, regardez les faits scientifiques sur les vaccins. Et nous amène à ces effets-là. Et puis, tandis qu'au Japon, Israël et en Italie, la recommandation pour le vaccin anti-VPH a été retirée. Là, on va sur les politiques, un argument qui n'est pas du scientifique, mais c'est l'argument sur les décisions politiques ailleurs. Donc, vous comprendrez que notre démarche, c'est d'amener les étudiants à trouver les catégories d'arguments et puis les analyser, surtout les arguments scientifiques. La majorité des filles et des femmes qui ont des VPH, des virus, à haut risque, ne développent pas le cancer. Donc là, on revient sur un fait scientifique qui n'est pas sur le vaccin, mais sur la biologie du virus et sa relation avec l'humain. Ce n'est pas parce que vous avez un virus papillome humain que vous allez développer le cancer. Donc on revient sur ces faits-là. À eux seuls, donc les infections ne causent pas ce cancer. D'ailleurs, dans 90% des cas, le VPH disparaît naturellement. Donc on amène d'autres faits scientifiques sur le... D'accord ? Pour nous, c'est un début d'analyse qu'on peut faire avec les étudiants pour regarder les catégories d'arguments et les analyser. On ne fera pas l'analyse aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, dans ces articles, on peut repérer plusieurs catégories. On vous donne 3 à titre illustratif. Il y a à gauche, en rouge, il y a des arguments qui sont basés sur les faits et leur interprétation sur la relation virus-humain et sur le cancer. Je dis bien sûr leur interprétation parce que parfois, le même fait est interprété différemment selon les groupes. Là. Malheureusement, c'est ça la science. Là. Alors, ceux qui sont contre le vaccin, vous l'avez vu, c'est l'article qu'on vient de voir, dans 80% des cas, le VPH disparaît naturellement. Donc, ils disent, regarde, là, il ne faut pas s'affoler, le virus peut disparaître naturellement. Le cancer prend 20 à 40 ans pour se développer. Donc, même si vous avez le virus maintenant, ça ne veut pas dire que le cancer arrivera demain. Mais là, parce que c'est des faits qui ont d'autres conséquences, de dire comment peut-on tester l'effet d'un vaccin sur une courte période, alors que le virus lui-même, s'il cause le cancer, c'est dans 20-40 ans. Là. Donc, si je vaccine quelqu'un maintenant, et je dis qu'il n'a pas de cancer, parce que... Et puis, ils reviennent avec des chiffres. Il y a 1,6% pour 100 000 de décès de cancer. Donc, pour minimiser le chiffre, 1,6 pour 100 000, bon, on se dit, bon, il y a d'autres qui sont... Il y a d'autres
problèmes de santé qui causent beaucoup plus, c'est un peu la logique derrière, de mortalité. Et ceux qui sont pour la vaccination, les arguments qu'ils vont amener par rapport à la biologie du virus et tout, ils vont dire, regardez, on a 85 000 consultations médicales pour des verrues. J'ai oublié de le dire parce que le virus cause aussi des verrues, là. Mais vous comprendrez qu'on déplace l'analyse ici. On ne parle plus du cancer et de la causalité, là. Ils sont consultés pour des verrues, c'est-à-dire pour une autre raison que 1450 cancers diagnostiqués avec 300 décès du cancer de col de l'utérus. Donc au Canada, il y a 380 décès par année. Donc ils apportent d'autres chiffres. 380, c'est beaucoup plus grand que 1,6. Mais parce que j'avais promis de ne pas faire de l'analyse des arguments, mais parfois j'en glisse là. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que les étudiants regardent ces arguments, ils les analysent d'abord, est-ce qu'ils parlent de la même chose et pourquoi, et ainsi de suite, si on veut exercer la pensée critique. Les faits et leur interprétation sur le vaccin, dans ce cas le garde d'asile, parce que c'est lui qui est le plus utilisé. Alors, on l'a vu avec ceux qui sont contre le vaccin, ils disent qu'il y a 4000 effets indésirables, dont 232 décès aux États-Unis, c'est correct. La durée de la protection est limitée. De l'autre côté, on les attaque, on leur dit attention, il faut distinguer entre la coïncidence et la causalité. Ce qui est sur le plan posture scientifique vrai. Ce n'est pas parce que parmi ceux qui ont été vaccinés, il y a 232 décès qu'il faut dire que ces décès sont liés au vaccin. D'ailleurs, ils apportent cet argument avec beaucoup de comment on appelle ça, j'ai oublié le mot. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas parce que vous avez fait une affaire que vous avez gagné à la loterie que cette affaire a causé ils vont parler de diminution de 50% des verrues génitales. Donc, on est sur les verrues, pas nécessairement sur le cancer. Donc, pour montrer l'effet bénéfique du vaccin. Et puis, ils vous disent, il y a 70 millions de personnes qui ont été vaccinées, finalement. Pourquoi se plaindre? Et les vaccins sont généralement sécuritaires, donc on ne nous dit pas pourquoi ils sont sécuritaires, pourquoi pas, mais généralement sécuritaires, parce qu'il y a qu'un inquiétude. L'autre type d'argument, la campagne de vaccination et la question de la santé sociale. Ceux qui sont contre, ils vont dire il n'y a même pas de consentement éclairé au Québec, parce qu'ils disent que Mark Frost met beaucoup plus d'effets secondaires avec le vaccin que le ministère dans son formulaire d'information. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de consentement éclairé. Si on veut que les parents et les enfants aient un consentement éclairé, il faut mettre tous les effets secondaires, etc. Et puis, regardez, il y a un moratoire dans d'autres pays. Pourquoi nous, on va de l'avant? Donc, ça, c'est un autre degré. C'est le pôle social, si on veut dire. Alors que à droite, là, ceux qui sont pour, ils vont dire, regardez, l'OMS l'autorise, donc il y a une innocuité. Finalement, il y a quelques possibilités d'allergie déclarées dans le formulaire, donc il est suffisant pour prendre une décision éclairée, ainsi de suite. Et puis, il y a d'autres types d'arguments que je vais... Par exemple, on a ici de côté ici un argument d'autorité, parce que le premier article est signé, je pense, par 3 scientifiques, alors que le deuxième est signé, je pense, par 36 ou 40. Donc, le nombre de chercheurs est plus élevé. Est-ce que c'est un argument fort? Moi, je le dis un argument d'autorité, parce que le fait qu'il y a plus de monde d'un côté ou de l'autre. Bref, en synthèse, par rapport à ça, ce qui nous intéresse, ce qu'on propose, c'est d'amener, donc, sur la base, pour nous, les articles de journée, c'est un déclencheur, parce qu'on ne peut pas trouver l'effet scientifique dans ces articles, qui vont nous amener à analyser les publications scientifiques. Et on a commencé à regrouper des synthèses et des méta-analyses qu'on va faire analyser à nos étudiants, de manière à avoir pour nous un équilibre entre les deux positions. On ne veut pas vendre une position contre l'autre, parce qu'à chacun de se construire, je vais revenir tout à l'heure, comme le dit Fourré, son îlot de rationalité. Donc on n'a pas le rôle de combattant pour ou contre le vaccin, mais d'éclairer cette question-là. Alors, lorsqu'on fait on analyse les articles, il y a toutes sortes d'arguments. Alors, on l'a vu tout à l'heure,
il y a les faits scientifiques, les faits et leur interprétation. On a donné des exemples. Est-ce que le malentendu est sur les faits scientifiques et leur interprétation par rapport au virus? Est-ce que c'est sur le vaccin? Est-ce qu'on ne s'entend pas sur les faits qui sont proposés par un groupe et un autre sur le vaccin? Parle-t-on des méthodes? Parce qu'il y a beaucoup qui remettent en cause les méthodes utilisées pour le vaccin. Par exemple, le placebo, est-ce qu'il faut mettre des adjuvants ou non? Les adjuvants, c'est les substances qu'on ajoute. Ça peut aboutir à des résultats différents. Donc là, il y a un débat très fort. À quel stade on teste ces vaccins? Et comment peut-on extrapoler sur un vaccin qui agit sur une courte durée par rapport à un phénomène? Donc, l'important, c'est de mettre à plat tous les arguments d'un groupe et de l'autre et d'essayer de l'analyser sur la base des fondements. Les postures théoriques des chercheurs, ça, on le voit aussi. C'est très important parce qu'il peut y avoir des chercheurs qui disent du moment qu'il y a une bibite qui risque de causer la maladie, elle est dangereuse. Et d'autres qui vont dire on vit avec un virome. D'ailleurs, ma collègue qui est spécialiste, elle explique bien là comment l'humanité a évolué avec les virus et qu'une bonne partie de notre ADN est viral, il fonctionne par les virus. Donc, est-ce qu'il faut toujours voir, je le disais tout à l'heure avec le C difficile, est-ce que le fait que dans mon corps il y a un C difficile, c'est dangereux pour moi, il faut combattre ça? Ou est-ce qu'il faut prendre ça comme un écosystème, le corps humain, avec un ensemble de microbes qui vivent et qui arrive parfois qu'un de ces microbes peut nuire à l'humain. C'est un débat très important parce que on me racontait que dans le temps, lorsqu'il y avait les bébés qui naissaient, il fallait les laver rapidement pour les stériliser, pour ne pas inhaler le liquide maternel et tout, parce qu'on avait peur que les microbes rentrent. Maintenant, cette pratique, ça ne marche pas là, parce qu'il faut laisser les microbes et toute la chose sur le bébé. C'est une initiation. Vous comprenez, les postures des chercheurs par rapport à la relation aux microbes, ces postures peuvent influencer notre position par rapport au vaccin. Des arguments du côté de la crédibilité des recherches, est-ce qu'ils sont indépendants ou ils sont financés par les groupes d'intérêt, par exemple les pharmaceutiques? Justement, dans plusieurs articles, ils vont vous dire, regarde, sur tel nombre d'études qui montrent que le vaccin est important, il y a X études qui sont financées par Merck Frost. Ça ne veut pas dire que les chercheurs ont développé aussi des mécanismes pour dire, oui, même si je suis financé par la compagnie, j'ai une distanciation, mais ce n'est pas le but de débattre ici de ça. Et il y a, vous vous souvenez, des pôles sociaux et pôles épistémiques, là, si on veut dire. Il y a le pôle social, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'au cœur de la controverse, il y a d'autres par exemple, les connaissances scientifiques de sens commun. Il y a des études qui sont faites avec des garçons et des filles sur leur perception du VPH, du vaccin, pour se rendre compte, par exemple, que les filles ont plus de connaissances que les garçons sur ces questions, donc ça leur permet peut-être plus de prendre des décisions. Mais plus que ça, c'est les connaissances issues du personnel de la santé qui ne sont pas au même niveau de connaissances par rapport à ça et de position par rapport au vaccin et d'informations à donner. Il y a la question des normes et des valeurs. Là, il y a beaucoup de recherches aussi vont essayer de trouver les arguments. Là, par exemple, dans des groupes religieux où les parents disent, regarde, moi, si j'autorise le vaccin pour ma fille, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agissait dans ces études, c'est comme si je l'encourage à multiplier leurs relations sexuelles. Donc, si je lui dis, prends pas de vaccin, c'est comme je lui dis, non, il ne faut pas avoir de relations sexuelles hors mariage, et puis il ne faut pas multiplier les... Donc, les arguments de type culturel, idéologique, et ainsi de suite, sont aussi au cœur de ces controverses du côté du pôle social. J'ai encore un peu de temps pour vous parler de la formation? Oui? Bien. Donc, voyez un peu ce qu'on souhaite mettre de l'avant avec nos étudiants. Maintenant, des pistes pour la formation à l'université. Former aux sciences, il n'y a pas une seule façon. Former aux controverses socio-scientifiques aussi. Donc, on a fait un choix, nous,
Donc déjà, il y a une diversité d'approches possibles. L'explication et l'écoute, comme prof, déjà si j'explique à mes étudiants qu'il y a des controverses, c'est déjà pas mal. Parce que souvent, moi, comme on me disait le contraire, souvent, je fais la biologie, puis c'est rare que des profs... Il y a quelques profs là qui amènent ces questions-là dans leur... je peux aussi donner à mes étudiants, regarde, lisez le journal, le devoir, vous allez voir, qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend 5-10 minutes de discussion dans la classe, c'est déjà aussi un bon pas vers l'avant. Il y a les gens qui connaissent les travaux de Bruno Latour. Il y a tout un mouvement qui maintenant se développe en France et ailleurs sur ce qu'on appelle la cartographie des controverses. Par exemple, dans les NAP, l'École nationale d'administration publique, dans les écoles des ingénieurs, on essaie d'amener les étudiants autour d'une controverse, de faire une certaine cartographie, les réseaux, quels sont les problèmes, les groupes d'intérêts concernés, pour que, par exemple, un ingénieur, avant d'arriver dans le travail, qu'il puisse savoir là, quels sont les enjeux liés à une controverse donnée, ou un politicien. C'est important. Mais ce n'est pas ces techniques qu'on prend. Nous, l'approche qu'on va tester, qui est adaptée de Johnson, c'est ce qu'on appelle la controverse structurée. C'est d'amener les étudiants à jouer leur rôle, à rentrer dans la controverse. Je vais l'illustrer. Qui conduit à dégager les points de désaccord et les débattre de manière argumentée en s'appuyant sur les publications scientifiques. Vous vous souvenez que notre posture, c'est vraiment d'amener les gens à s'engager dans les débats, un débat social, parce que je crois que c'est bon de faire ça ou pas faire ça, mais sur les arguments scientifiques. Les principes que nous mettons de l'avant, je vais les lire rapidement parce que j'aimerais bien laisser un peu de temps à la discussion. Comme vous l'avez vu, c'est la procédure que je viens de présenter, c'est de les amener à dégager les arguments scientifiques et non scientifiques au cours de la controverse. Leur remettre, par exemple, le devoir, leur remettre des articles pour dégager quels sont les arguments. Puis après, aller les analyser les arguments à la lumière des processus scientifiques et discuter des forces et des faiblesses des arguments. Il faut les confronter de manière à finir par formuler un jugement, donc ce qui est au cœur de la pensée critique, basé sur l'analyse de propositions opposées. Il faut les prendre sur pied d'égalité. Donc, se donner ce que Fourré, j'aime bien l'expression, se donner un îlot de rationalité. Fourré, l'idée de l'îlot de rationalité, il dit qu'on est dans un monde de méconnaissance où parfois il y a une petite île de savoir qui apparaît. Donc, le monde, comme on le connaît, n'est pas complètement connu. On a des îlots de rationalité, d'amener les étudiants à se donner une îlot de rationalité évolutive. Concrètement, alors, ce qu'on souhaite faire, c'est... c'est pas ça. Voilà, c'est de leur présenter une situation. Par exemple, les articles du devoir. Ah ben c'est vrai, il y a une... Ah, je suis désolé. Leur présenter, oui c'est vrai, il y a 3 millions de personnes qui regardent. J'ai oublié ça. Leur présenter, par exemple, les articles qu'on a vus du devoir, pas pour les analyser au début, juste leur dire, regardez, il y a des controverses, qu'est-ce que vous pensez? En fait, notre idée de départ, c'est d'amener d'abord les étudiants à exprimer leur conception première, parce qu'ils sont utiles par la suite, de voir parmi les étudiants, qui est pour, contre, c'est quoi leurs arguments premiers avant d'aller faire une analyse critique. Et puis, par la suite, ce qu'on veut aussi, parce que, on le disait tout à l'heure, on veut que les étudiants aient recours à des arguments scientifiques, à débattre des arguments scientifiques. Donc, il va y avoir des cours de virologie, c'est un cours déjà prévu, pris en charge par Nancy Dumais, de manière, donc, déjà, si on prend en considération ces conceptions, donc on peut adapter les cours de manière à amener des faits scientifiques, de la connaissance scientifique, pour éclairer ces conceptions et ces débats. Et par la suite, leur dire maintenant, vous allez analyser les 2 articles du devoir, court. On ne veut pas qu'ils les analysent au début sans connaissance, parce que c'est des étudiants qui commencent. Analyser de manière à dégager les catégories d'arguments. C'est les catégories. Nous, on s'est préparé en amont pour trouver nos catégories. Là, parce qu'il faut confronter aussi les catégories des étudiants avec nos catégories. Et donc, voilà. Et par la suite, une fois qu'ils ont dégagé les catégories d'arguments,
Là, on va rentrer dans un travail encore plus poussé. C'est l'analyse des publications scientifiques représentatives des controverses. Nous, le travail qu'on fait en amont, c'est de sélectionner. Donc, on ne va pas jeter les étudiants. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui veut faire un projet personnel qu'il peut aller chercher les articles, mais au moins, pour tout le monde, on va sélectionner des articles, ce qu'on est en train de faire, qui défendent une position, et les articles qui défendent l'autre position, dans lesquels il y a les catégories d'arguments. Là, on n'est pas rendu à ce qu'on va leur fournir tous les articles très longs, ou est-ce qu'on en fait une synthèse d'une page pour chaque article, traduit. Là, on n'est pas rendu là. L'important, c'est de les engager par la suite. Donc, ils vont analyser sur les arguments et de les engager dans la controverse. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec eux? Parce que ce n'est pas juste la lecture. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de les mettre en équipe et puis il y a des équipes qui vont travailler pour défendre les arguments contre et des équipes qui vont défendre les arguments pour. C'est sûr, il faut s'assurer que ce qu'on va trouver ici à l'université, on ne va pas trouver juste les étudiants qui étaient déjà contre, mais le but, c'est de l'exercice d'analyse d'argumentation. Donc, ils peuvent travailler en équipe sur les articles pour en même temps dire pourquoi ils sont contre et pourquoi ils attaquent les autres arguments. Et par la suite, on les amène à des confrontations de débat. Donc, les équipes qui sont là peuvent présenter leurs travaux, enfin leurs réflexions aux autres, qui sont là pour réagir et pour aussi mettre en cause les arguments présentés. Et inversement, les autres équipes peuvent présenter aussi leurs arguments et qu'ils les débattent avec les équipes qui défendaient la position opposée. Je le dis rapidement, assez clair? Dans certains cas, on n'est pas rendu là à ce qu'on va le faire ou non, ça dépend du temps. Vous comprenez que c'est dans le cadre d'un cours, donc on a des contraintes. Dans certains cas, là, il est possible d'inverser les rôles. C'est-à-dire que les équipes qui défendaient le point de vue pour, maintenant, ils vont défendre le point de vue contre, et ainsi de suite. L'important, ce n'est pas chaque individu ce qu'il pense, mais c'est d'amener les débats, de les éloigner des individus, de les confronter sur des bases rationnelles. Et, bien sûr, une fois que, après l'engagement de nos étudiants dans le débat, c'est de les amener à faire une synthèse. Là, la forme, on ne l'a pas définie encore, parce que c'est ça le but, là. Une fois qu'on a vu tous les arguments, on peut faire des synthèses individuelles, là, parce que là, on est rendu à ce que chacun se construit, ce qu'on a appelé l'îlot de rationalité, c'est-à-dire une reconceptualisation argumentée de notre posture initiale. Mais cette reconceptualisation n'est pas définitive. Peut-être qu'elle va ouvrir sur d'autres questions qui n'étaient pas réglées. Par exemple, l'utilisation des statistiques, les mêmes faits, les mêmes statistiques, il y a des chercheurs qui les interprètent d'une façon et les autres qui les interprètent pas. Donc peut-être qu'il y en a qui vont creuser davantage certains arguments parce que ce petit tour n'a pas permis de faire l'analyse de tous les arguments. Conclusion. Ça a été dit tout à l'heure, je vais juste revenir. Les controverses socio-scientifiques, est-ce que ce sont les propres des sciences naturelles? Bien sûr, non. Je trouve intéressant l'ouvrage d'Yves Jean Gras, Les controverses, accords et désaccords en sciences humaines et sociales. Dans les autres sciences aussi, il y a des débats, ils sont encore parfois plus brûlants et plus vifs qu'au sein de la science. Alors, pourquoi former aux controverses? Bien sûr, je le dis rapidement parce qu'on en a parlé un peu. Donner une meilleure image de ce qu'est la science. D'abord, c'est la science elle-même, parce que ça permet d'amener les étudiants à voir que la science, ce n'est pas une vérité, puis ce n'est pas de lire un livre et de l'apprendre par cœur. La science, ce n'est pas cumulative, plutôt c'est une science de débat, de désaccord, de controverse, parfois de triche. Sur les silicius, vous connaissez l'histoire, donc ça ne veut pas dire qu'il faut valoriser ce type de recherche, mais juste de comprendre qu'est-ce qui se passe en science. Illustrer les arguments scientifiques, idéologiques, économiques et sociaux qui alimentent ces controverses, parce que si on veut prendre des reculs, il faut d'abord identifier ces types d'arguments.
discuter des meilleures façons de communiquer sur les problématiques auprès du public. C'est ça, lorsque je communique au public, est-ce que je prends le soin de communiquer les deux positions et les arguments quand sont les deux, ou je vais avec... Et bien sûr, pour nos étudiants, se donner une représentation argumentée et nuancée de ces problématiques, parce qu'il n'y a pas une vérité définitive, en vue de se préparer adéquatement à la profession future, parce que, comme on le dit, ils vont devenir des scientifiques, des médecins, des avocats, et c'est important de se former à ce type d'analyse et de posture critique, ou tout simplement à exercer une citoyenneté éclairée. Mais ce n'est pas tout simplement, c'est fondamentalement aussi à exercer une citoyenneté éclairée lorsqu'il y a un débat dans la société sur ces questions. Ne pas être un simple spectateur, mais lorsqu'on a la formation, de pouvoir se prononcer sur ces questions. Voilà, je vous remercie. Désolé, j'ai pris plus de temps là, mais vous ne m'avez pas arrêté, je suis parti. Beaucoup. Toujours des problèmes avec les micros. Je ne sais jamais comment m'en sortir. Est-ce que je dois me pencher ou tenter de lever le micro? Je vais me pencher. Merci infiniment. Très intéressant. Là, mes réflexions rejoignent beaucoup de vos points. J'aimerais ouvrir le bal donc, avec une question. Donc, vous dites, la posture qu'on propose, c'est que la pensée critique, c'est donc c'est la rationalité scientifique par rapport à différentes dimensions, donc notre propre positionnement, la façon dont les faits sont rapportés publiquement. Et c'est le troisième point qui m'a accroché beaucoup, c'est donc le rapport entre science et société. Donc, on devrait prendre une posture de rationalité scientifique par rapport à ce rapport. Donc, et là, tout particulièrement, donc, il y a l'enjeu, bien sûr, des intérêts qui sont derrière la recherche. Donc, il y a d'autres enjeux, bien entendu. Là. Donc, par exemple, les biais genrés qui ont perduré en sciences et tout ça, mais j'aimerais juste, parce que ça fonctionne bien avec la controverse que vous utilisez comme cas, l'enjeu des intérêts. Donc, je vois très bien, disons, comment, une fois qu'on met à plat les arguments, donc avec les fameux nombres, là, qui est fascinant, quoi, 385 d'un bord, puis 1 sur 100 000 de l'autre, sur la population canadienne, finalement, c'est une question de représentation de l'information. Donc ça, je vois très bien comment, avec les étudiants, vous pouvez montrer comment on représente l'information, ça a un impact différent sur notre propre jugement, puis qu'il faut être éclairé par rapport à ça, mais je vois difficilement comment cette rationalité scientifique-là, qui reste encore bien sûr à définir, peut gérer cet enjeu-là ou ce doute qui est fondamental dans beaucoup des controverses, qui est qu'un des côtés est mu principalement pas par l'établissement des faits, mais plutôt pour pousser des intérêts, disons, économiques ou ainsi de suite. Donc, comment vous voyez on prend vraiment concrètement, là, avec vos étudiants en droit, vous allez pouvoir aborder cet enjeu-là en partant de l'idée que ça doit se faire par cette rationalité scientifique? Si j'ai bien... Je ne veux pas saisir complètement la question, je suis désolé. Prenons parce que bien entendu, quand vous allez faire la liste des arguments des deux côtés, il va y avoir un argument qui va être, il y a un côté que c'est les compagnies pharmaceutiques, donc pour le dire simplement, qui poussent la recherche, blablabla. Donc il y a des doutes, on sait qu'il y a des précédents de ça. Oui. Est-ce que cet argument, on peut l'analyser d'un point de vue scientifique? Exact, voilà, non, mais c'est sûr que non. C'est tout ça. Oui, tout à fait, tu as bien raison. C'est-à-dire que dans le cours de sciences, peut-être on va mettre davantage l'accent. En fait, il y a deux choses. C'est d'être au clair par rapport au type d'argument, de dire qu'il y a des arguments scientifiques et des arguments qui ne sont pas scientifiques. Mais dans ce type d'argument, c'est aussi le fonctionnement de la science. Par exemple, le fait d'être financé ou non par... Et c'est les questions éthiques, mais qu'on ne peut pas analyser d'un point de vue... Nous, dans ce cours, c'est sûr qu'une fois qu'on a mis... on a fait le tour des différents arguments. Les arguments sur lesquels on veut mettre plus d'accent, c'est sur les arguments scientifiques. Et les autres arguments, on ne peut pas les contrôler. Idéalement, sont dans une démarche interdisciplinaire. Je ne sais pas, le côté juridique, ça peut être pris justement en charge par quelqu'un qui connaît la question de consentement. Là, il ne relève plus des arguments scientifiques, il relève d'autres choses.
Mais une fois qu'on a mis en place d'amener les étudiants à voir qu'il y a une diversité d'arguments, c'est sûr que même les contraintes qui sont imposées et notre expertise nous amènent à mettre l'accent sur les arguments, sur la discussion des arguments scientifiques. Mais malheureusement, on ne fera pas le débat des autres arguments, parce qu'autrement, on deviendrait sur un débat de sens commun aussi de notre côté, qu'on ne peut pas maîtriser. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On ne prétend pas faire le tour de tous les arguments. Alors, moi, je vais le baisser un peu. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant sur le plan de la pensée, sur le plan pédagogique. Cette idée de controverse structurée, c'est une piste pédagogique très prometteuse, très riche. J'ai bien aimé aussi l'expression « îlot de rationalité ». Par ailleurs, la catégorisation des arguments, je trouve que c'est un exercice très valable pour les étudiants. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de votre présentation. J'aurais peut-être juste une ou deux remarques suivies d'une question. C'est un peu le but de l'exercice. Tout à fait. D'une certaine façon, la pensée critique telle qu'elle est présentée dans votre présentation me paraît un peu trop rationnelle. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en amont des arguments, des pour, des contre, je crois qu'il y a beaucoup d'affectivité. Affectivité pris au sens large, c'est-à-dire tout notre vécu, les attitudes qu'on a développées. On parlait aussi des valeurs culturelles, familiales qu'on a développées. Et je crois que c'est à prendre en considération. Parce qu'un des obstacles à la pensée critique, un obstacle important, et je crois que l'actualité nous le démontre régulièrement, c'est l'esprit de clan. Alors, je ne parlerai pas des problèmes à l'ESPVM. Il y a des clans là aussi. Mais on parle de religion, ethnie, les groupes philosophiques, etc. Il y a vraiment... parfois, on se cantonne dans un clan. Et comme le disaient les deux principaux responsables de la revue Argument récemment dans un article du Devoir, les gens, en général, ne savent pas argumenter. C'est-à-dire qu'on écoute, mais on ne bouge pas. Et je crois que pour faire évoluer la pensée, il faut aller aux racines de nos arguments. Pourquoi on adhère à tel argument? Qu'est-ce qui fait qu'on lui donne plus de poids? Alors, je crois qu'il faut aussi travailler là-dessus. Par exemple, nos perceptions, nos préjugés, etc. Donc, je trouve que quelque part, il faut travailler en amont et aussi en aval d'une certaine façon, parce qu'après cette argumentation, et c'est très valable tout le processus que vous avez mis en place sur le plan pédagogique, je trouve ça vraiment très, très bien. Et je crois qu'à la toute fin, il manquait un élément, c'est la prise de décision. Vous avez retenu la définition de Robert Ennis, je l'aime bien moi aussi, se faire une tête pour décider quoi penser, quoi faire. Et quelle est la décision, éventuellement? Est-ce qu'ils la prennent? Évidemment, ici, c'est un exercice artificiel, d'une certaine façon. On est dans une classe, mais on comprend que dans la vraie vie, les positions sont beaucoup plus émotives. J'aurais une question, la suite de ça, c'est la transférabilité. Alors, on enseigne, on cherche à former la pensée critique et plein d'autres choses parce qu'on souhaite que ça reste, que quelque part, dans la suite de la formation scolaire et dans son implication professionnelle, dans sa pratique professionnelle et dans son rôle de citoyen, qu'il y a des façons de faire, des façons de penser, des attitudes que l'on retient. Et ma question est, est-ce que vous avez pu avoir des indices, des indications comme quoi vos étudiants étaient peut-être plus disposés par la suite à discuter justement des controverses socio-scientifiques?
Merci. D'abord, pour les remarques, je suis tout à fait d'accord. C'est que on ne prétend pas dans cette présentation que nos décisions quotidiennes reposent toutes sur la rationalité scientifique, loin de là. Et c'est pour ça que j'ai dit que le travail qu'on veut faire, c'est de voir comment reposer cette pensée critique sur la norme qu'on a retenue, qui est celle de la rationalité scientifique. Mais dans notre vie, on peut bien être convaincu d'une affaire, mais pour des raisons culturelles, idéologiques, perception personnelle, on peut faire d'autres choses. La preuve, c'est les médecins qui fument. Qui peuvent dire aux autres que c'est dangereux. C'est clair que notre travail, c'est de voir comment amener la construction du pensée critique sur la base des critères qui sont ceux de la scientificité. Ça ne veut pas dire que nos étudiants vont tous devenir rationnels sur cette base. Mais par rapport à votre question, là, on n'a pas de données encore. On est, comme je l'ai dit au début, dans la première phase. On est dans la phase de demande d'éthique. Donc, on n'a pas mis encore en œuvre cette démarche dans nos cours, ni avec les étudiants de sciences, ni avec les étudiants de droit. Ce qu'on souhaite faire, par contre, c'est justement de suivre. Donc, on va enregistrer les débats au début, à la fin, voir est-ce qu'il y a une complexification d'abord des arguments et tout ça, de prise de distanciation, entre le début de l'année et la fin de l'année, comment les arguments étaient amenés au début, avant le cours et avant le travail de cette controverse, et au cours de l'enseignement, comment ça a évolué, puis à la fin, on va faire un autre test de manière à suivre. Par la suite, la durabilité, malheureusement, ce projet ne le permettra pas parce qu'on va avoir des données sur une session. Donc, on va faire qui est quand même pas mal, 4 mois. On va commencer, dès le premier cours, on va recueillir des données sur cette question-là, de manière à laquelle les étudiants raisonnent et puis présentent. Et puis, on va faire le même exercice à la fin du cours. Ce sont les deux. Donc, nous, la période sur laquelle on va travailler, c'est une période de 4 mois. Mais on espère quand même trouver des indices dans cette période avec les différents types de recueil de données. Merci, professeur. À la fin, vous avez parlé de la possibilité d'inverser les rôles des deux groupes. En fait, c'est un commentaire et une question. Je trouve que la chose la plus difficile, d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est exactement trouver dans les débats cette suspension des aspects affectifs, idéologiques, que les gens, c'est comment disposer les gens pour qu'on puisse en débattre d'une manière qui soit un vrai débat. Donc, là-dessus, j'aimerais vous écouter et peut-être dire c'est peut-être une très bonne idée de changer parce que cela nous oblige à s'y mettre dans les rôles de l'autre, à écouter l'autre, à considérer ses arguments. Donc, c'est tout simplement ça. Tout à fait. Mais on comprend bien que c'est un jeu de rôle. Et donc, le but, ce n'est pas de changer les perceptions personnelles, mais on souhaite que ça va évoluer quand même, ni de changer le comportement ou les prises de décision qui restent toujours pour nous individuelles, qui sont basées autant sur la rationalité scientifique et, comme vous le dites, sur d'autres paramètres culturels, familiaux, convictions personnelles. Et ce qui est important pour nous, c'est de pousser le plus loin possible la discussion et l'analyse sur la base. Parce que déjà, si on s'attaque à ce morceau, qu'on contrôle parce qu'on a une référence, c'est déjà un bon pas dans le développement de cette pensée critique. C'est sûr que nous, il faut qu'on mette en place des dispositifs qui
qui s'éloigne de l'opinion. Je pense que, je ne sais pas, je pense que l'article n'a pas été bien mené, donc il n'amène pas de bons résultats. C'est de pousser les étudiants à dire pourquoi, dans la limite de leur connaissance, pour essayer en même temps de pousser les étudiants à argumenter leurs arguments, de dire pourquoi. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose de caché derrière pour nous, c'est de comprendre les difficultés qu'ont les étudiants à argumenter de manière scientifique, de manière à revenir dans les cours et à renforcer cette... Pour nous, la pensée critique n'est pas l'objectif seul ultime, mais c'est aussi la formation scientifique. Lorsqu'un étudiant nous argumente, par exemple, sur la méthodologie utilisée par les compagnies pharmaceutiques, mais on voit que dans l'argument, il ne connaît pas les techniques utilisées, mais pour nous, c'est une occasion de revenir avec des formations sur cette question-là. C'était ça ma deuxième question, Phil. La question de la formation. C'est ça. Ouais. La formation, c'est vraiment dans cette circularité. On part des conceptions initiales de manière à repenser le cours, à l'adapter à ces conceptions initiales. Parce que lors du premier cours, si on voit déjà qu'il y a des conceptions erronées sur le virus, sur le vaccin, et tout de suite, on peut tout de suite l'intégrer dans le cours rapidement. Et par la suite, une fois que certains cours sont donnés sur la virologie, sur la manière de produire le vaccin, et ainsi de suite, si là, lors des arguments, on constate aussi qu'il y a des faiblesses d'arguments, mais qui ne sont pas liées à la mauvaise volonté de l'étudiant, mais au manque de la formation, donc il faudra donner de la formation. En fait, pour nous, les controverses scientifiques, c'est en même temps un objet et un moyen pour renforcer la formation des étudiants. J'ai tout plein de questions. Ça m'intrigue vraiment le fait que c'est inséré aussi dans un programme de droit. Donc, il y a encore ce débat-là. Comment, excusez-moi? Du droit et sciences, là. Mais tout particulièrement le volet droit. Ouais. Il y a eu le débat à partir du changement sur des règles fédérales aux États-Unis sur l'acceptabilité des experts. Je ne sais pas si ça s'insère là-dedans. Donc, à quel point les juges, dans ce cas-ci, mais après, vous formez des juristes certains vont devenir juges, à quel point les juges, lorsqu'il y a une question d'admissibilité d'une preuve experte, quel est leur rôle pour décider si la preuve est acceptable ou pas. Ouais. Il y a toute une tension entre, d'un côté, utiliser des critères purement institutionnels, donc est-ce que la personne a le diplôme dans le bon machin, est-ce qu'il est publié, ainsi de suite, et de l'autre côté, regarder les méthodes utilisées, justement, et même peut-être les arguments en tant que tels, voir s'ils sont valides. Il y a un papier classique qui s'appelle Judges as Amateur Scientists. Amateur Scientists, donc les juges comme des scientifiques amateurs. Puis un peu, j'ai l'impression que votre démarche est dans cette direction-là, de dire qu'il faut qu'ils maîtrisent aussi les rudiments, du moins, de la méthode scientifique dans... Aussi, la méthode, bien sûr, change. Au niveau concret, la méthode change d'une science à l'autre. Ouais. Donc, c'est un poids énorme sur ces juristes, sur ces futurs juges. Et là, je me demande qu'est-ce que vous faites des arguments de l'autre partie qui dit, en fait, si on les force à faire ça, il y a une forte probabilité qu'ils le fassent très mal. Et qu'en fait, on devrait reculer sur des critères qui sont effectivement pas infaillibles, mais des critères purement institutionnels. Donc, j'aimerais connaître votre positionnement. Non, c'est sûr qu'on n'a pas cette prétention-là, parce que c'est un contexte qu'on veut tester, mais on n'a pas la prétention que les futurs avocats ou juges deviennent des scientifiques avec un cours de sciences, là. Mais l'idée, c'est de les sensibiliser aux différents types d'arguments. Est-ce qu'à la fin, ils vont les maîtriser complètement? Ça serait une illusion. Mais je réfléchis à haute voix, là, parce on n'est pas rendu là dans au début, on va voir comment évolue l'argumentation et tout, parce que juste le concept de virus, là, tu arrives quelqu'un qui n'est pas en sciences, là, on se comprend, là, c'est pas évident.
Mais entre ne rien faire ou de les amener à être sensibles à certains types d'arguments et comprendre, ou d'avoir des interrogations qui les suivent dans leur vie sur ce domaine, c'est d'ailleurs une bonne chose, mais parfois ça peut leur donner l'opportunité de dire « Ok, je sais qui interpeller de manière spécifique » parce qu'au moins ils peuvent voir quels sont les champs d'expertise, ils peuvent faire appel à ces champs d'expertise. Mais il ne faut pas prétendre justement qu'avec un cours de sciences, de toutes les façons, ils suivaient déjà ce cours de sciences. Alors pour nous, qu'ils suivent un cours sur la virologie, les séquençages d'ADN, machin, et puis qu'après ils disent « Wow, j'ai réussi, puis au revoir », de dire, semer une graine de doute et de questionnement, ils vont partir avec ça. Je pense humblement, c'est juste ça, là, mais le danger qu'il faut éviter absolument, ne pas leur faire comprendre qu'ils sont partis avec une expertise en virologie ou pas du tout. Hein, parce que ce que je comprends du programme de droit que je ne connais pas très très bien, là, c'est un CDUME qui est dans ce cours depuis très longtemps, là d'ailleurs de virologie, c'est juste d'ouvrir à d'autres perspectives que de faire du contenu durant le cours, mais de tester cette formule qui amène à une ouverture sur la science dans la société, en quelque sorte, là. Et de voir... Mais je suis tout à fait d'accord avec la vigilance là, que tu énonces, là, parce que... Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, pour la discussion. Bien, merci beaucoup tout le monde. C'est un grand plaisir. Donc, à suivre, vous commencez. C'est un début de réflexion pour nous. Là. Une fois qu'on a rendu loin, peut-être qu'il y a des réponses à certaines questions qui ont été soulevées.